Donc oui, je vais vous parler de neuromodulation, dans cette première partie et qu'est-ce qu'on entend par, neuromodulation? Donc comme l'a dit, Cindy, je suis chercheur en neurosciences, je dirige le programme neurosciences au Vinatier et une équipe de recherche universitaire. Et ça fait une vingtaine d'années qu'on développe les stimulations cérébrales non invasives en psychiatrie particulièrement, avec deux objectifs: développer des nouvelles thérapeutiques pour les patients, mais aussi faire des études plus physiopathologiques pour mieux comprendre comment ces techniques fonctionnent et justement augmenter leur individualisation, leur précision, pour augmenter le nombre de patients en rémission lorsqu'on utilise ces techniques. Donc aujourd'hui, je vais vous parler principalement des études qu'on a faites sur les mécanismes d'action pour essayer de vous convaincre que ces techniques sont intéressantes pour les patients avec des troubles psychiatriques, et comment nos travaux ont résonné au niveau européen pour établir des recommandations pour leur utilisation en clinique, et comment on a réussi à transférer assez rapidement les résultats du laboratoire vers la clinique et vers les patients, ce qui est quand même très long pour la pharmacologie, et qu'on a essayé de faire de manière plus rapide avec les techniques de neuromodulation cérébrale. Donc en fait, utiliser l'électricité pour moduler l'activité cérébrale et avoir un effet sur le comportement, si on fait ça depuis 20 ans dans l'équipe de recherche PsyR2 et au Vinatier, en fait, c'est une histoire qui est beaucoup plus longue, et on trouve dès l'Empire romain des écrits qui montraient que quand on plongeait des patients dans des bassins avec le premier stimulateur cérébral que vous avez tout à gauche, qui est le poisson torpille, la raie électrique, eh ben, on arrivait à diminuer la douleur des patients avec douleur chronique, et on arrivait à modifier l'humeur des patients qui devaient être les patients avec des dépressions de l'époque. Et encore aujourd'hui, c'est les deux grandes indications qu'on a pour l'utilisation des techniques de neuromodulation: la douleur en neurologie et la dépression en psychiatrie. Puis on a aussi tout un tas d'autres objectifs pour d'autres types de patients, avec des niveaux de preuve qui, comme vous le verrez, sont beaucoup moins hauts que dans ces deux historiques indications que sont la douleur et la dépression. Donc il faut attendre ensuite le 19e siècle pour comprendre que c'est l'électricité délivrée par ces poissons qui venait en interaction avec l'électricité des neurones et qui permettait de moduler des réseaux cérébraux pour ensuite avoir un effet sur le comportement et diminuer les symptômes. Technique de stimulation cérébrale externe qui a un effet thérapeutique dans la psychiatrie, avec l'avènement de l'électroconvulsivothérapie, donc des électrochocs à l'époque en 1938. Et les techniques dont je vais vous parler aujourd'hui, qui sont encore moins invasives et qui ne nécessitent pas d'anesthésie: la stimulation magnétique transcrânienne et la stimulation électrique transcrânienne, avec les deux premiers patients traités pour dépression en 1993, alors que les machines existent depuis 1985. Donc en fait, on a eu un transfert déjà direct vers la psychiatrie. Donc on dispose maintenant, qu'on n'utilise plus de poisson torpille, de tout un tas de techniques de stimulation cérébrale non invasive qu'on peut arranger, comme vous le voyez ici, en fonction du caractère invasif qu'elles ont et en fonction de leur résolution spatiale. Donc tout à droite, les deux techniques qui sont en bleu sont la stimulation cérébrale profonde, qui nous vient de la neurologie et qui a été mis au point au début dans la maladie de Parkinson, avec des stimulations du noyau subthalamique, qui sont maintenant utilisées pour traiter la dépression et le trouble obsessionnel compulsif. Un petit peu moins invasif, avec une résolution spatiale beaucoup moins importante, on a la stimulation du nerf vague, qui nous vient aussi de la neurologie et de l'épileptologie, qui est maintenant utilisée également pour le traitement de la dépression. Au milieu, les deux techniques convulsives qui sont encore beaucoup utilisées, donc soit par l'électricité, soit par le magnétisme, donc l'électroconvulsivothérapie et la thérapie par traitement magnétique. Et puis enfin, les techniques dont on va parler aujourd'hui: la stimulation cérébrale transcrânienne, la TDCS, la stimulation magnétique, la TMS, et la petite nouvelle dont vous avez peut-être entendu parler, qui est nommée FUS ici, qui est la stimulation par ultrasons. Cette technique n'utilise pas les propriétés électriques des neurones pour entraîner de la neuromodulation, mais plutôt les propriétés mécaniques des membranes des neurones. Et elle permet d'avoir des stimulations beaucoup plus profondes que ce qu'on peut avoir avec les autres techniques de stimulation non invasive dont on va parler aujourd'hui, avec des indications notamment dans la dépression. En fait, quelles que soient ces techniques qu'on utilise et quelle que soit la cible qu'on cible, qu'elle soit profonde ou superficielle, l'intérêt de ces techniques, c'est d'aller moduler un réseau cérébral et de remettre en connectivité plusieurs régions. Donc en fait, on sait très bien
qu'on va pas trouver la région de la dépression, la région de la schizophrénie, la région du trouble obsessionnel compulsif, mais que c'est des pathologies qui sont beaucoup plus complexes et qu'il y a beaucoup de régions cérébrales qui vont être anormalement activées ou désactivées et anormalement connectées entre elles. L'intérêt, c'est de trouver un endroit dans un réseau avec l'une ou l'autre des techniques ou avec une combinaison de ces techniques pour faire résonner plusieurs régions cérébrales entre elles. Et la pathologie qu'on connaît le mieux pour sa disconnectivité de régions cérébrales, c'est la dépression. C'est l'exemple que vous avez ici. Donc, quand on utilise les techniques superficielles, magnétiques ou électriques, on stimule une région qui est très corticale, qui est écrit ici DLPFC, qui est le cortex préfrontal. Donc, en fait, nos techniques ont peu de pénétrance, on doit stimuler ces régions très superficielles. Avec les techniques plus profondes, que ce soit par ultrasons ou par électrodes implantées, la stimulation profonde, on va stimuler le subgénual antérieur singulaire, qui est une région qui est très anormalement activée et connectée dans la dépression, mais que nos techniques superficielles ne permettent pas d'atteindre directement. Et puis avec le nerf vague, on va aller stimuler le nerf vague qui lui aussi est connecté à ces régions. Et on sait aussi que les psychothérapies non électriques vont modifier l'activité et la connectivité de ce noyau subgénual antérieur singulaire. Donc en fait, peu importe la technique qu'on utilise, l'idée, c'est d'aller modifier la connectivité et de remettre une connectivité normale dans ce réseau dysfonctionnel avec nos techniques de stimulation électrique. Donc les deux techniques qu'on utilise, qui sont le moins invasives et qu'on essaye de développer en ce moment, la stimulation magnétique et la stimulation électrique sur la ligne du dessous, elles ont des propriétés physiques qui sont complètement différentes, qui ont fait donc d'elles des techniques qui sont très complémentaires, qu'on va pouvoir utiliser en fonction du niveau de résistance des individus, en fonction si on veut des traitements à domicile ou si les patients doivent venir à l'hôpital, en fonction de la gravité des symptômes, du niveau de résistance. Et leurs techniques physiques vont faire qu'elles vont soit neurostimuler, dans le cas de la stimulation magnétique transcrânienne, chaque fois qu'on va envoyer une onde magnétique sur le cerveau, on va forcer les neurones à changer leur pattern de décharge et on va avoir une grosse quantité d'énergie qui va arriver sur une toute petite région cérébrale d'à peu près 2 cm3. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas stimuler des régions très profondes puisque notre focalité est vraiment très forte avec cette technique et donc on va entraîner une petite région à changer son pattern d'activité de décharge. À l'inverse, avec la stimulation électrique, on va plutôt neuromoduler, donc on va pas induire de phénomènes électriques, mais on va plutôt rendre les neurones plus ou moins excitables et sur des réseaux qui sont beaucoup plus amples. Comme vous le voyez sur le dessin tout en bas à droite, on a beaucoup plus de régions qui sont susceptibles de répondre à l'électricité, à la quantité d'énergie qu'on va envoyer sur le cerveau. Ça reste très superficiel, mais on neuromodule des régions beaucoup plus larges. Donc, en fonction des modèles physiopathologiques qu'on va avoir dans les pathologies, ça va être intéressant d'utiliser plutôt l'une ou l'autre de ces deux techniques. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que selon les paramètres de stimulation qu'on va utiliser, le nombre de fois qu'on va répéter les séances de stimulation, que ce soit avec l'une ou l'autre des techniques, l'effet qu'on va observer sur le cerveau, il va être durable. Et en fait, ça va nous permettre d'envisager de faire des protocoles de stimulation où les patients vont recevoir 10, 15 ou 20 séances, et puis on va avoir un effet rémanent pendant 3 ou 4 mois avant de devoir refaire des séances. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de stimuler en continu les patients pour avoir un effet sur le comportement. On peut proposer des semaines ou des mois de stimulation avec un effet rémanent. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que selon les variabilités interindividuelles des sujets, les régions cérébrales qu'on stimule, les moments pendant lesquels on fait la stimulation ou les paramètres de stimulation intrinsèque électrique, on va pouvoir soit augmenter, soit diminuer l'excitabilité corticale de la région cérébrale qu'on va cibler. Donc ça, c'est intéressant pour nous dans les modèles physiopathologiques de la dépression, par exemple, puisqu'on sait qu'on va avoir des régions du cerveau qui vont être trop actives, d'autres qui vont être pas assez actives, et donc on va pouvoir réguler de manière antagoniste pour augmenter ou diminuer ces régions cérébrales dysfonctionnelles en fonction des paramètres de stimulation qu'on va appliquer. Comme je vous disais tout à l'heure, on sait très bien qu'on ne va pas cibler une seule zone, et ça tombe bien parce que nos techniques de stimulation, leur effet se répercute de proche en proche dans des régions cérébrales qui sont un peu distantes des régions qu'on a ciblées, ce qui nous permet vraiment de cibler un réseau et pas seulement une région cérébrale.
Et donc, comme vous le voyez ici, par exemple, si on met des électrodes de stimulation au niveau du cortex préfrontal, on a quand même des modifications qu'on arrive à voir sur des régions qu'on n'a pas stimulées, qui sont plus antérieures, plus profondes, et qui correspondent notamment à ce fameux cortex subgénual dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, stimuler le cortex préfrontal, on a une répercussion sur des régions corticales plus profondes. Cet effet à distance, il n'est pas non plus que sur des connectivités très superficielles, et on arrive aussi à moduler des connectivités avec le cerveau plus profond, et avec notamment une modification de la transmission neurochimique d'un neurotransmetteur qui nous intéresse particulièrement dans les pathologies psychiatriques dont vous avez sûrement entendu parler, qui est la dopamine, l'hormone du plaisir. En fait, quand on stimule les régions superficielles corticales, on arrive à moduler la libération et la concentration en dopamine au niveau des régions sous-corticales. Et ça, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup puisque cette dopamine, elle est anormale dans beaucoup de comportements qui sont dirigés vers un but. Et donc, normalement, dans tous les comportements de dépendance aux substances, on a des modifications de cette transmission dopaminergique et on a aussi des modifications de cette transmission dans un symptôme transdiagnostique en psychiatrie, mais très important dans la dépression, qui est l'anédonie, la perte de plaisir, la perte d'envie à ressentir du plaisir. Et donc, en fait, avec cette stimulation, on va pouvoir relancer cette dopamine de manière directe, juste par les connectivités cortico-sous-corticales. Au-delà de cet effet sur le cerveau, on s'est également rendu compte qu'on avait un effet beaucoup plus global sur l'interaction entre l'individu et son environnement en regardant si on arrivait à modifier la réponse physiologique, biologique au stress. Donc ça, c'est des travaux qui ont été initiés pendant mon stage postdoctoral à Québec, donc un peu le début de cette expérience de collaboration France-Québec. Et dans cette première étude qu'on a mis en place, on s'est rendu compte que quand on stresse les gens, on augmente les marqueurs biologique du stress, c'est la courbe noire ici. Et quand on stimule le cortex préfrontal, on a moins de libération des hormones du stress en situation de stress aigu. En fait, on sait que ces interactions avec le stress aigu, ça peut aussi mener à des comportements comme par exemple la prise de toxiques chez les personnes avec dépendance aux substances. En réaction au stress, on a plus tendance à les consommer. Et on sait que cette interaction vulnérabilité-stress, c'est très important dans le déclenchement des épisodes psychotiques, que ce soit le premier ou les épisodes itératifs. Et en fait, on s'est intéressé à des sujets avec une vulnérabilité à la schizophrénie et on s'est rendu compte qu'ils avaient effectivement, comme vous voyez ici en noir, une hyper-réactivité au stress. Ils ont une réactivité biologique plus marquée, donc c'est que le pic noir est plus haut que le pic noir chez les sujets sains. Mais avec nos techniques, on arrive quand même à leur diminuer leur réponse au stress et cette réponse devient à peu près la réponse qu'on a chez les sujets en santé qui n'ont pas de marqueur de vulnérabilité à la schizophrénie. Donc, au final, ces techniques, elles ont un effet local, électrique, pour moduler les régions corticales qu'on stimule. Cet effet, il peut se propager de proche en proche sur un réseau cortico-cortical pour modifier leur connectivité. Ça peut moduler la neurochimie, et notamment la neurochimie de la dopamine. Et puis, ça peut moduler l'effet du stress en diminuant les interactions qu'a l'individu avec les événements de vie stressants auxquels ils sont confrontés. Ce qu'en fait un intérêt pour beaucoup de pathologies psychiatriques où on a des anomalies, des systèmes dysfonctionnels à tous ces niveaux. Donc maintenant qu'on a une technique qui permet de rentrer dans un réseau et de le moduler, il va falloir savoir où est-ce qu'on les applique. Et c'est là où vient la thérapie de précision. C'est-à-dire qu'on essaye de plus en plus d'adapter nos techniques de stimulation en termes de paramètres, mais aussi en termes de localisation. Et grâce à l'imagerie cérébrale, on sait qu'on a en moyenne chez les individus des réseaux dysfonctionnels qui vont être communs à plusieurs pathologies. Donc dans ce dessin-là, c'est tous les points qui sont en rouge. Par exemple, on sait qu'ils sont anormaux dans la schizophrénie, dans la dépression et dans la maladie d'Alzheimer. Donc ça en fait des cibles privilégiées pour appliquer nos techniques de stimulation, pour rentrer dans les réseaux. Mais vous voyez qu'on a aussi des régions cérébrales qui sont plus spécifiques de certaines pathologies et qui font aussi des cibles privilégiées. Ensuite, il faut savoir quelle technique on utilise en fonction de ses caractéristiques physiques et ses caractéristiques de pénétrance pour aller moduler chez un individu la bonne région au bon moment avec les bons paramètres. Donc ça, c'est ce qu'on essaye de faire et c'est ce qu'on vous expliquera cet après-midi dans les ateliers. Mais là, je vais vous parler plutôt des applications qu'on utilise avec des localisations moyennes pour pouvoir permettre un transfert vers la clinique qui serait plus rapide, parce qu'en fait, plus on va ajouter de la technologie et plus le coût de la prise en charge augmente, et ça fait des modèles médico-économiques qui sont encore pas au point pour être proposés à un très grand nombre, mais qui nous aident à plutôt préciser les paramètres de stimulation.
Donc l'idée, c'est d'aller modifier une région cérébrale en ayant trouvé laquelle est la meilleure pour les sujets, pour ensuite moduler l'activité du réseau. Donc en fait, il y a beaucoup d'études dans la littérature qui s'intéressent à utiliser ces techniques pour les pathologies psychiatriques. Et donc maintenant, là, depuis 5-6 ans, on a 5 à 600 articles scientifiques par an avec des essais cliniques pour essayer de trouver quelle est la meilleure indication, les meilleurs paramètres de stimulation. Donc c'est très compliqué pour tout le monde à suivre, tellement l'évolution de ces techniques est rapide. Et donc, il y a eu une initiative européenne sous l'impulsion de Jean-Pascal Lefaucheur, qui est neurologue à Créteil, pour établir des recommandations pour l'usage thérapeutique des techniques de stimulation. Donc, les toutes premières guidelines sont de 2014 pour la TMS. Elles ont été mises à jour en 2020 pour prendre en compte toutes les études jusqu'à 2018. Donc, les recommandations qu'on vous donne aujourd'hui, elles datent de 2018, alors que vous avez vu que le nombre d'articles augmente. Mais en fait, utiliser les modèles de précision, comme je vous disais, médico-économiquement, c'est encore un peu compliqué, mais c'est beaucoup de pistes pour les améliorations. Et pour l'autre technique de stimulation, la TDCS, c'est un peu plus récent. Les guidelines européennes datent de 2017. On est en train de mettre à jour ces guidelines. Ça fait 1 an et demi déjà qu'on travaille sur ces guidelines pour les mettre à jour. Mais entre-temps, il y a eu d'autres guidelines qui ont été développées par un autre groupe qui est plutôt, cette fois-ci, sous l'impulsion nord-américaine et où les méthodologies sont pas totalement comparables avec les méthodologies qu'on utilise au niveau européen pour établir des recommandations. En tout cas, l'idée générale, c'est de savoir si un traitement est efficace ou inefficace. Dans ce cas-là, on va lui donner un niveau de preuve de rang A. S'il est probablement efficace ou inefficace, il va être de rang B. Et s'il est possiblement efficace ou inefficace, de rang C. Ou si la littérature ne permet pas d'établir une recommandation pour l'utilisation clinique de ces techniques. Donc voici où on en est actuellement. On a des recommandations dans la dépression, la schizophrénie, la dépendance aux substances, le trouble obsessionnel compulsif et les états de stress post-traumatique. La seule vraie indication dont on est sûr avec un niveau de rang A très fort et énormément d'études et de méta-analyses, c'est l'utilisation de la stimulation magnétique transcrânienne à haute fréquence sur le cortex dorsolatéral préfrontal gauche avec un niveau de preuve de rang A. Donc c'est une thérapie qui est reconnue dans de nombreux pays, sauf en France. Et vous voyez que les autres niveaux de preuve vont varier en fonction des indications et en fonction des paramètres de stimulation, avec des choses qui sont très transférables à la clinique tout de suite, d'autres qui le sont beaucoup moins. Et on espère qu'avec la suite des travaux qu'on va développer pour la précision, on arrivera à affiner ces recommandations et proposer des traitements personnalisés, comme on vous montrera cet après-midi. Je vous remercie pour votre attention. Alors, ça fait beaucoup d'infos pour un début de semaine. Malgré tout, même si vous avez peut-être pas eu le temps de digérer, vous avez peut-être quelques premières questions? C'est la première question qui est la plus compliquée en général à poser. Elisabeth, une question? Passionnant, c'est passionnant. Oui. Ouais, Marc-André. Donc, est-ce que à partir de ta connaissance de la littérature, ta lecture de mise à jour des lignes directrices, qu'est-ce qui aurait changé d'après toi depuis l'émission de ces lignes directrices-là? Déjà, en fait, quand on regarde les 2014 et les 2020, il y a des choses qui ont changé dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il y a des recommandations qui ont augmenté leur niveau de preuve et d'autres qui les ont diminués. Donc c'est vraiment important de les mettre à jour puisque la nouvelle littérature voit aussi des changements dans les deux sens. Là, entre celles de 2017, les TDCS, elles sont vraiment extrêmement vieilles. Avant 2017, il y avait très très peu de données. D'ailleurs, quand on regarde le nombre d'articles de TDCS en 2017, qui est le petit ici en bas, on voit qu'on a vraiment un gros bond après. Donc, certainement qu'on va changer les recommandations de TDCS, parce que pour le moment, les européennes ne recommandaient absolument rien. Il y avait même un niveau de recommandation d'inefficacité dans la dépression résistante et un niveau d'efficacité probable
avant les stages de résistance. Donc je pense que celui-ci va changer. Dans la schizophrénie, il y avait très peu d'études, à part l'étude ici lyonnaise qui montrait l'efficacité. Là, il y a beaucoup de réplications, dont une étude brésilienne avec 100 patients qui a donc une puissance statistique bien plus grosse que ce qu'on avait. Donc elle risque de changer dans ce sens-là. Et les cibles dans le trouble obsessionnel compulsif ont aussi changé. Et en fait, on s'intéresse maintenant beaucoup avec la précision à l'état du cerveau au moment de la stimulation. C'est quelque chose qu'on ne contrôlait pas dans les vieilles études. Et on sait maintenant que pour avoir un effet thérapeutique dans le trouble obsessionnel compulsif, il vaut mieux coupler avec de l'exposition. Et donc, quand on couple à l'exposition, on met le réseau cérébral dans l'état dysfonctionnel qui exprime le symptôme et on a plus de chances d'avoir un effet sur le bon réseau au bon moment, dans la bonne personne. Donc, on va certainement avoir des guidelines dans ce sens-là de combinaison, d'associations qui vont permettre d'augmenter les niveaux de preuve et de faire de la précision plus importante. Donc, dans la schizophrénie, il faudrait leur demander de fumer un petit joint pendant la stimulation. On pourrait leur demander. Donc, l'association avec la pharmacologie ou avec les produits, c'est encore quelque chose qu'on ne maîtrise pas du tout. Mais on pourrait plutôt les mettre dans des états qui stimulent l'activité cognitive et électrique des régions qu'on stimule, donc le cortex préfrontal et la jonction temporopariétale. Donc, soit en leur faisant des tâches de langage, soit en leur faisant des tâches cognitives qui vont activer ces régions. Mais non, pas de cannabis, on sait qu'on a un autre ratio de 5 pour augmenter les symptômes. Merci Jérôme. On peut l'applaudir à nouveau peut-être. Voilà.